Et donc, parfait. Bonjour Giuseppe, merci à toi. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Grand merci également à Madame Véronique Carpion qui nous a invités pour partager ce sujet-ci. Je vous présente brièvement maintenant, parce qu'elle aura amplement le temps de se présenter elle-même par après, Muriel Langlais. Nous avons fait connaissance dans un cours d'histoire du costume, précisément. Et donc nous sommes à la croisée, en effet, entre le fait que, grâce à vos votes, nous sommes à la croisée entre deux sujets. Vous aviez proposé que je sois réinvitée, et donc grand merci. Et vous aviez proposé en parallèle un sujet sur la mode. Donc encore un grand merci, puisque tout s'enchaîne parfaitement bien. Nous sommes à la 15e saison des Apérops. C'est magnifique, vous êtes certainement parmi vous de longs fidèles, de longue date. Et cette fois-ci, donc, nous vous parlerons de Félicien Rops et la mode, des femmes et des formes. Parce que précisément, il peut y avoir quand même de grandes variétés entre ce qu'il dessine et ce qu'il a vécu. C'est un peu le chemin d'une vie, justement. Et donc je suis historienne, Muriel est historienne de l'art, et notamment ce qui fait que via nous en sommes arrivés ici, fait que justement Thomas nous avait demandé à Muriel de participer à un montage des robes qui avaient été sélectionnées parmi les collections du musée pour le salon Antiqa de Namur. C'était très amusant. Muriel avait été sollicitée et elle a dit « Ah ouais, mais pas sans Geneviève ». Donc je suis venue et donc finalement, via, nous en sommes à toute une série de collaborations. Donc il a fallu monter ces robes. Et là, énorme prise de conscience. Moi j'étais plutôt l'historienne et Muriel plutôt l'œil de l'historienne de l'art, l'œil de la spécialiste en vêtements, en tombés et en drapés. Et c'est un très beau lot de très beaux vêtements qui sont conservés dans ce musée-ci, dont une superbe robe que vous avez dans la vitrine en entrant. Il y a une tournante, donc ces robes changent assez régulièrement. Quand il s'est agi de les monter, déjà la première fois pour faire les photos de repérage et puis la deuxième fois pour les monter dans le salon, il a fallu beaucoup d'épingles pour les faire plus ou moins s'adapter aux mannequins. Les mannequins sont assez standardisés. Ici, nous parlons de vêtements qui remontent au 19e siècle. Alors, la morphologie des gens était un peu différente. Je ne parle pas uniquement de gens carencés avec des enfances difficiles, mais tout simplement, la vie était un peu plus dure. On montait beaucoup plus les escaliers que maintenant. Tout simplement, on n'avait pas des cocktails entiers de compléments alimentaires, mais surtout, les petites filles étaient façonnées dès l'enfance pour un jour être parfaites. Ça, c'est un état d'âme, c'est un état des lieux. Et donc, en montant ces costumes, on a épuisé, je crois que tu as épuisé une sérieuse quantité de boîtes d'épingles parce que tout simplement, entre les robes et les mannequins contemporains qui venaient de ton magasin, les mannequins contemporains, il y avait encore, on va dire, du flottement. Et du coup, via, merci aussi, j'avais été invitée l'année dernière pour parler du pornocratès. Alors on ne peut pas mieux être entouré qu'avec la robe et le pornocratès ici à côté. Et le pornocratès, Le pornocratès, justement, ce qui frappe, c'est qu'on parle ici d'une femme dans sa plénitude, d'une femme qui n'est peut-être pas parfaite, mais qui est amplement assumée et qui porte justement très peu de vêtements pour laisser voir finalement la beauté plantureuse de sa silhouette. Et via, après avoir amplement parlé du cochon dans l'imaginaire occidental, Véronique m'a aussi très gentiment demandé d'écrire quelques pages dans le catalogue de l'exposition qui est en cours pour le moment sur l'animalité chez Félicien Rops. Alors, c'était l'occasion de parler du cochon et de toute une série d'autres références animales, mais Rops utilise énormément de symbolique de l'animal, et donc c'est quelqu'un qui aime les formes, oui, puisqu'il a appris à bien dessiner, mais il aime les formes palpables, il aime les formes vraiment pour leur beauté, plus que leur symbolique. Et donc voilà, c'était l'occasion de vous parler peut-être de ce hiatus intéressant entre une beauté formelle et, en gros, ce qu'on a vraiment découvert, et c'était une prise de conscience, ce qu'on a vraiment découvert en tentant de monter ces fameuses robes sur des mannequins. Il n'y a rien à faire, même si nous avons beaucoup grandi par rapport en taille, en hauteur, par rapport à nos amis, nos aïeux et nos ancêtres, même si nous avons pris beaucoup de recul par rapport à nos aïeux, nos ancêtres, et tout simplement par rapport à l'estime de soi. Maintenant, on a le droit, et on a le droit d'affirmer que, oui, on est peut-être chaloupé comme la beauté du pornocratès. Être body positif, ça fait partie des grands thèmes de savoir s'assumer, savoir exister comme on est, savoir s'accepter.
Oui, mais en même temps, la grosseur, le fait d'être un peu ultra rond peut rester quand même un sujet de complication ou pour le moins un sujet de moquerie. Et il n'y a rien à faire. Là, nous sommes à 2 doigts d'entrer dans la grande période festive des fêtes. La conférence aurait pu se faire aussi en mars. Et là, on était à 2 doigts de se poser la question de « mais vais-je rentrer dans mon maillot cet hiver ou cet été ?» Parce que oui, on doit être vraiment beaucoup plus avancé sur le fait de s'accepter. S'accepter, c'est une chose, seul chez soi. S'accepter par rapport au regard d'autrui, c'est parfois plus compliqué. Et donc, il y a quand même véritablement toute cette... Et donc, bien sûr, la beauté intérieure, la beauté de l'intelligence. Un ami m'avait fait la réflexion, et c'était très pertinent, un ami qui était vraiment un homme très amateur de femmes, il m'avait dit que objectivement, c'est rarement sur l'intelligence de quelqu'un qu'on se retourne en rue. Ce qui était un point de vue. Et donc ça joue. Donc la première image que l'on donne, c'est le premier signal que l'on envoie, ami ou ennemi, personne attirante et sympathique ou personne de qui se méfier. Objectivement, quand un petit lapin rencontre un renard dans la forêt, le lapin ne prend pas le temps de se demander si le renard est végétarien, plein de bonnes pensées, ami des véganes. Le lapin détale, c'est tout, parce que toute son autogénèse et toute sa mémoire collective lui dit « on fuit et puis on verra ». Et donc, objectivement, l'image que l'on envoie est d'abord et avant tout de la communication. Après, il sera toujours temps de mieux faire connaissance, se plonger sur la beauté intérieure de la personne, discuter et se rendre compte que finalement, une première impression est peut-être assez limitée, mais Gabrielle Chanel, qui s'y connaissait très fort en méchanceté et qui s'y connaissait très très fort aussi en premier jugement et qui a une vie quand même très compliquée, disait, à juste titre, je crois qu'on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et donc, justement, la première bonne impression, c'est celle de gens qu'on croise et qu'on ne reverra peut-être jamais, mais avec certains, on se met à parler à l'arrêt du bus. Avec certains, on se met à parler dans une fête avec 350 personnes, là, on a quelque chose qui se passe. Et par exemple, sur justement être gros ou pas, l'assumer ou non. Par exemple, ici, un cas tout à fait intéressant d'une actrice et mannequin, qui est Monica Bellucci, qui est généralement, elle n'est pas complètement toute jeune, elle est née en 1954, qui est unanimement appréciée et depuis toujours comme étant une femme somptueuse, une femme superbe, et de fait, elle assume qu'elle est particulièrement ronde, elle est même bien galbée, mais comme elle s'habille en Christian Dior avec une taille marquée, tout le monde dira que voilà enfin une beauté à l'italienne qui assume le fait d'être pulpeuse. Et alors on a un autre cas d'une femme née à peu près un an près de différence, c'est pas franchement une autre génération, qui est plus qu'intelligente, qui est actrice, qui est réalisatrice, et Yolande Moreau, comme elle est ronde aussi, mais comme elle porte des vêtements beaucoup moins griffés, elle porte des robes chemises de ce type-là, qu'elle a une robe ample et une taille pas du tout marquée, elle, automatiquement, c'est évident, elle est qualifiée de simplement bêtement grosse. Comme quoi, dans l'image, il y a aussi beaucoup plus à dire que simplement le premier jugement. Et là, on ne parle pas du tout de beauté intérieure. Là, on ne parle pas de la beauté intérieure de qui que ce soit. Et donc, Félicien Rox, il s'y connaît. C'est quelqu'un qui a une formation tout à fait classique. Il a dû passer par le nu, l'antique, etc. Et c'est quelqu'un qui sait et qui aime dessiner les femmes, véritablement, proportionnellement, à part quelques paysages, quelques scènes de nautisme qui sont parfaits dans leur genre, il y a beaucoup de femmes dans l'ensemble de son œuvre. En gros, il sait tout faire, il a touché à toutes les techniques, il est graveur, peintre, illustrateur, il sort de chez les jésuites, et là, objectivement, les élèves intelligents étaient gardés chez les jésuites, il a passé à travers ce cursus-là. Il va faire un mariage tout à fait classique avec Charlotte Paulet de Favot, et il va aussi mener les premières années de sa vie une carrière tout à fait sérieuse. Il peint, il dessine, il grave, il va fonder des choses dignes de la bonne société, comme un club de nautisme, tout va parfaitement bien, beau jeune homme. Et il vient déjà d'un milieu du textile, quelque part. Si la famille a pu lui permettre ce parcours et lui permettre ses études, c'était déjà d'avoir un père industriel qui produit et qui commercialise des tissus imprimés, ce que généralement, encore au XIXe siècle, on appelait des indiennes. Et de nouveau, la plupart des femmes qui nous intéressent dans son œuvre portent proportionnellement peu de tissus. Et justement, alors à part des tissus qui mettent en valeur un certain sens du cachet, un certain sens de l'élégance, tels que les bas, le chapeau, les gants, en gros, c'est le bonheur jubilatoire de représenter des corps. On va quand même être parfaitement honnête là-dessus. Mais à part les gants, le bonnet et le chapeau, elle est exactement comme
son parèdre, c'est-à-dire parfaitement rose et nu. Il le dit justement, il assume parfaitement lui-même. Ma pornocratie est faite, donc l'objet, proprement dit, le dessin. Ce dessin me ravit. Je voudrais te faire voir cette belle fille nue. Parfait, elle est belle, point. Chaussée, gantée et coiffée de noir, soie, peau et velours. C'est un amoureux des textures, évidemment. Et les yeux bandés, se promenant sur une frise de marbre conduite par un cochon à queue d'or à travers un ciel bleu. Bon, on a tout. On a le programme et on a l'émotion, on a la charge émotionnelle en outre dans ces quelques mots. Et ce n'est pas la première fois qu'un peintre a une muse qui n'est peut-être pas archi-standard, pas forcément le prototype qu'on présenterait à ses parents dans un premier temps, et c'est avec les muses que les peintres s'amusent le plus, généralement. Je prends un cas bien enraciné et bien connu. Dans un premier temps, Pierre-Paul Rubens a épousé Isabella Brandt. Ils ont eu plusieurs enfants ensemble. C'est la parfaite épouse. Bon, là, Rubens est déjà monsieur Rubens. Il a fait évidemment un mariage tout à fait digne de son rang. Les enfants seront bien élevés. Il se marie en 1609. Et puis, Isabella Brandt décède et 4 ans plus tard, après 4 ans de veuvage, Rubens se remarie avec Hélène Fourment. Et on voit qu'elle est tout de suite beaucoup moins standard, digne d'être la jeune fille qu'on présente à ses parents. Elle a 16 ans à l'époque de leur mariage. Et donc, il l'a peut-être pas recruté, c'était un milieu très cosmopolite quand même, Anvers, et il était un très grand personnage pour l'époque. Ici, il est tombé pour cette petite jeune fille qui va être véritablement sa muse, en plus d'être sa deuxième épouse. Quand il la représente ici dans la petite fourrure, elle porte une fourrure avec toute la connotation incroyablement érotique et sensuelle de la fourrure. Elle a un geste relativement prude et pudibond, elle pose pour son mari quand même, ils ont dû apprendre à faire les foufous, tout simplement. Et après, c'est vrai qu'elle va aussi devenir la parfaite épouse, ils auront un enfant, et là, évidemment, elle est parfaitement socialisée dans son statut et dans son vêtement, mais on sait qu'il y avait, lui, ce bonheur de représenter son épouse. On a un autre cas tout à fait intéressant avec Klimt et Emilie Flügge. Klimt, qui pose ici vers 1918 environ, avec son côté un peu ours, comme ça, à moitié rasé, un peu massif, dans un costume qui fait partie de tout ce qu'est créé la sécession viennoise. Il voulait vraiment, dans la sécession, revoir entièrement l'art d'habiter, le design, l'art de s'habiller, etc. Donc Klimt assume parfaitement être très moderne et très libéré. On ne le voit pas vraiment là en petit gilet étroit avec une cravate extrêmement montante et oppressante. Et il va avoir une très longue histoire, apparemment une très belle histoire avec Emilie Flügge. Ici, un portrait que Klimt fait d'elle conservé à Vienne en 1902. Ils se sont rencontrés finalement de manière assez simple parce que lui est le beau-frère de la sœur Hélène de Émilie. Leur relation va commencer dans les années 1890 et 11 ans plus tard, donc vraiment la relation a pris du poids, elle a pris de l'ampleur, Klimt va commencer à la représenter. Elle-même, elle est styliste, créatrice de mode, donc une femme qui a fait du chemin, une femme qui s'assume, une femme d'affaires, une femme qui a pignon sur rue dans la ville de Vienne. Elle a même des plaques à son nom dans la ville. Et très, très vraisemblablement, c'est elle que Klimt a représentée dans le baiser. On ne voit pas extrêmement bien ni la silhouette, ni le visage, ni la coiffure. Mais ce baiser, ça, c'est tellement connu, c'est très, très Klimt. C'est très beau en termes de couleur, de chatoyance. Il a vraiment osé quelque chose de tout à fait nouveau pour ça. C'est tellement beau et tellement connu qu'objectivement, c'est devenu de la pop culture. On peut acheter la casquette, les lunettes, le sac, les baskets. Vraiment, où que vous alliez, quelqu'un connaît d'office le baiser de Klimt. Moi, c'est une œuvre qui m'a toujours puissamment mise mal à l'aise, parce que si vous regardez un peu, la jeune femme est peut-être pâmée d'extase, mais elle est quand même à genoux devant un type qui la domine et qui vraiment l'enlace. Alors peut-être qu'il lui évite de tomber si elle est fragile et nerveusement émotionnée à ce point-là, mais il la supplante véritablement, elle est à genoux, il la retient par magnanimité probablement, mais en gros, c'est d'une complaisance qui, moi, me dérange énormément. Et en même temps, c'est d'une mise en valeur du geste mâle et protecteur par rapport à une pauvre fille qui succombe lourdement. Maintenant, encore une œuvre de Klimt, mais forcément beaucoup moins connue, mais exactement sur le même prototype. Donc, en termes de couleur, le rapport aux ors, le rapport aux spirales, le rapport au volume, tout en étant volontairement un aplat, est tout à fait splendide. C'est du très grand Klimt. Ça, c'est un projet qu'il avait fait pour le Palais Stockley, créé par Joseph Hoffmann, un des membres fondateurs de la sécession viennoise, en tout cas le grand organisateur de la sécession viennoise. Et ça n'a malheureusement pas pu être abouti.
dans le palais Stockler de Tervuren à Bruxelles, mais on retrouve exactement le même principe. Là, on ne voit pas si la jeune femme est à genoux et elle est un peu plus debout dans la vie par rapport à cet homme qui alors là, peut-être pend comme un sac sur ses épaules à elle. Et donc, voilà, ça aussi, il y a les femmes qu'on épouse et les femmes avec qui on s'amuse, quitte à les épouser après. Et en fait, dans la vie dans la vie de Rops, il y a d'abord Charlotte, l'épouse parfaite, bonne famille, bon ménage. Ils vont se marier en 1857, un premier enfant naît l'année suivante et un garçon parfait, la mission est accomplie. Puis l'année suivante, une petite fille, une petite Juliette. Et Charlotte va vivre de 1835, donc elle est née 2 ans après Félicien Rops. Elle va vivre jusqu'en 1929, donc autant dire qu'elle a une résistance à tout. Tout en étant déjà ici la parfaite jeune femme élégante de son époque, légèrement mélancolique, penseuse, rêveuse, plongée dans des pensées qui nous dépassent. Ça, c'est typiquement un prototype de photo de beau portrait de l'époque, et en crinoline, elle est parfaite. Paul Rops va vivre finalement 1 an de moins que sa propre maman, et Juliette va mourir après 5-6 ans de vie. Ça va être un drame dans l'histoire du couple, et ça c'est certain. Cette petite fille qui leur échappe, finalement, perdre un enfant, c'est toujours invraisemblable, c'est toujours inassumable, mais là, cette petite fille va mettre un peu de temps à mourir. Ça va certainement être aussi un drame dans la vie de Rops. Voilà encore une photo très jolie des 2 enfants. C'est de la photo de studio hyper léchée, hyper prévisible, mais dans les bonnes familles, ça se fait. Alors justement, après cette vie finalement où Rops a quelque part rempli un contrat, il a, on ne sait pas, mais en tout cas épousé une femme, on suppose qu'il l'a rendue heureuse, et puis il y a eu 2 enfants, un petit garçon, une petite fille, un drame familial, mais le petit garçon reste en vie, quelque part, à partir d'un certain moment, Rops va exploser, il va éclater dans autre chose, et il va de plus en plus s'intéresser à des gens comme Flaubert. Il va illustrer l'initiation sentimentale, il va illustrer toute une série de poètes. Il est de plus en plus souvent à Paris. Il fréquente Baudelaire, il est fasciné par Baudelaire, dont il dit « Je crois l'homme dont je désire le plus vivement faire la connaissance. Nous nous sommes rencontrés dans un amour étrange, l'amour de la forme cristallographique première. » Donc là, on sent aussi la charge émotionnelle, la passion du squelette. Alors c'est exactement l'inverse des femmes un peu rondes dont je vous avais parlé, mais il y a énormément de squelettes dans la vie de Rops qui, cela dit, garde quand même une vie officielle. En 1870, de 70 à 76, il va être en partie parmi les membres fondateurs et en tout cas assumer la vice-présidence de la Société libre des Beaux-Arts, qui a comme but, et c'est dans les statuts, de réagir contre le dogmatisme qui serait la négation de toute liberté et de tout progrès. C'est encore de bon ton pour l'époque de faire partie de ces artistes qui veulent repousser les limites, quitter, une fois qu'ils ont fait leur preuve dans le domaine attendu, prévisible et classique, qui veulent véritablement repousser les limites de ce qu'on attend d'eux, finalement. Et voilà, il va vraiment repousser assez loin les limites, ne serait-ce que dans sa vie pratique et dans sa vie assumée, avec beaucoup de maîtresses, mais une notamment qui va être assez marquante, Rufine Renaud, mais Rufine, bon, elle n'aime pas, donc elle se fait appeler Alice. Elle va rencontrer Félicien Rops en 1872 et c'est une espèce de coup de foudre hormonal, manifestement. Elle va parler de Rops, elle est toute jeune à l'époque, elle va parler de Rops comme étant mon professeur de débauche. Et bien, évidemment, je crois qu'elle avait 15-16 ans, pas beaucoup plus, et lui va parler d'elle en étant ma jeune puberté. Donc on sent typiquement le besoin d'un rebond quelque part chez lui et le besoin pour elle d'un être peut-être protecteur, mais il va assumer. D'abord, la relation dure plusieurs années et deuxièmement, il va lui payer des études de chant, elle va se retrouver chanteuse à la Monnaie. Et puis quand la relation va se terminer, elle va complètement s'effondrer, elle va suivre n'importe qui et elle va finir assassinée par un n'importe qui n'a pas supporté qu'elle existe à part entière. Donc ça ne lui a pas porté chance jusqu'au bout. Et alors, à un moment, Charlotte est plus qu'excédée, elle va demander la séparation des biens parce qu'il y a un moment où trop, c'est trop. Elle va, à l'époque de la séparation, le divorce n'est pas encore légal, mais peu de temps après, il le devient. Même là, elle renonce au divorce. Elle n'avait plus l'intention de refaire quoi que ce soit, peut-être, en se remariant, mais de toute façon, à partir de ce moment-là, Rops se sent encore plus libre et il part s'installer à Paris. Ce qui est intéressant, c'est que dans toute son œuvre, on trouve déjà une certaine conception des rapports hommes-femmes, comme par exemple dans toute la série des Dames au Pantin.
là, ouvertement, une femme qui s'assume pleinement, mais joue avec un homme qui est là uniquement pour, finalement, être son jouet, être son objet, et peut-être pour, justement, financer des études, peut-être pour financer toute une série de choses, peut-être pour, finalement, n'être que le faire-valoir d'eux. Et petit à petit, dans son œuvre des dessins qui sont conservés ici, mais qui ne sont pas souvent les plus connus, on a cette femme qui de plus en plus régulièrement n'est peut-être pas parfaite, mais dont le corsage commence à flotter, commence à bâiller, une femme qui se révèle de plus en plus dans son œuvre sous l'œil parfaitement sobre et contenu d'un homme, lui, parfaitement inaccessible, parfaitement sanglé dans sa bonne situation, parfaitement sanglé dans son costume orthodoxe. Il connaît aussi, et il apprécie les femmes qui travaillent. Par exemple, un dessin assez peu connu, mais d'une femme en grève, en 1876, ça reste quand même un choix social et politique assez rare pour l'époque. Ici, quand il fait, évidemment, on voit la citation, hein, on a déjà vu Courbet et Millet dans la vie. Ici, le bout du sillon, voilà, c'est un travail qui est lourd, qui est dur, et donc ici, ce couple se réconforte par un baiser, mais cette femme, elle travaille, donc elle n'est pas parfaite, elle doit être dans les gestes pratiques. Ici, l'experte en dentelle, donc une femme qui, à sa manière aussi, est dans un monde féminin de la dentelle, mais qui travaille, proprement dit. L'autre version de l'experte en dentelle, on comprend ce qu'il est aussi dans et les femmes, et le monde qui travaille, et le monde des textiles. Et dans ce cas-ci, cette modèle qui pose dans son atelier à lui, c'est aussi quelque part une femme qui se met à nu, une femme qui se révèle, peut-être pour la beauté du geste, plus vraisemblablement pour ses honoraires. Donc c'est une femme qui accepte de se dévoiler, de mettre son corps finalement à disposition pour manger, pour vivre, pour pouvoir exister. Et c'est un peu dans ce contexte-là, et avec cet état d'esprit-là, qu'il va rencontrer les sœurs du luxe, qui, elles, ne sont ni épouses, ni parfaites, à la grande différence de Charlotte. Et c'est vraiment pour lui cette explosion de découverte que sont les Parisiennes, la vie parisienne, qui est peut-être plus pétillante, qui est peut-être plus en recherche, peut-être plus à la mode que la vie qu'il pouvait mener à Tauzé. Quand il fait ici simplement le grand couturier, on est toujours dans ces années 1878-80, donc les années vraiment de sa profonde transformation. Ici, le grand couturier, c'est l'inverse, c'est un homme qui travaille au pied d'une femme qui, elle, pose, mais comme elle poserait devant un domestique, qui n'a pas de regard. Il est là pour techniquement mesurer, pour techniquement établir ce que pourra être un drapé. Ça n'a rien de suggestif, c'est du travail. Et donc il va rencontrer Léontine et Aurélie Duluc qui dans un premier temps sont couturières et puis font véritablement tout un chemin de femmes d'affaires, de femmes de création, puisqu'elles vont fonder leur maison de couture et cela étant fait, alors elles vont seulement rencontrer Félicien Rops, le parcours étant déjà assez abouti. Quand il les rencontre plus tard, il va les portraiturer, un tableau tout à fait charmant et relativement peu connue, Léontine Aurélie Duluc, les deux sœurs, et la petite Claire, qui elle porte le nom de son papa, la petite Claire Rops, qui est ici l'enfant, à Saint-Germain-en-Laye. Ça, c'est évidemment la photo de famille typique d'un gentil pique-nique. Saint-Germain-en-Laye, c'est une quarantaine de kilomètres de Paris, mais il y avait un château royal à Saint-Germain, c'est la destination élégante à l'époque du Second Empire. Léontine, qui décède en 1915, va mettre au monde Claire, dont on reparlera, qui elle va vivre jusqu'en 1944 et qui épousera de la volonté de Félicien Rops, Eugène de Molder. Ici, de nouveau, la photo presque de famille. Vous avez Léontine Duluc vers la gauche de l'image, une inconnue, Eugène de Molder et Aurélie Duluc. Si vous étudiez un tout petit peu cette image, tous les regards convergent sur la pauvre Aurélie Duluc. Elle se sent à peine observée et quelque part, elle a ce poids de la famille. Elle, il faut que cette famille, finalement peu classique en soi, aboutisse à quelque chose. Tout repose sur elle pour réhonorer cette espèce de trouble dont elle est le résultat. Et Aurélie, donc, elle va vivre de 1852 à 1924. On la retrouvera plus tard. Et donc la maison de couture du Luc va vraiment faire énormément. C'est une maison qui avait beaucoup de succès à Paris, notamment spécialisée en robes et en manteaux. Elles étaient rue Monnier. Et aussi, la maison, c'est un moment spécialisé en tenue de ville et de théâtre, et ça, Muriel pourra nettement mieux vous en parler. La rue Monnier, ça se voit pas très bien, mais ici, c'est un tableau d'Édouard Manet qui nous représente cette rue Monnier. Donc, en gros, c'est dans le deuxième, si vous voulez, entre le Palais Royal et l'Opéra, donc le quartier où ça se fait à Paris, où il faut être, où on est dans un quartier de créateurs. Ici, Manet nous représente cette rue Monnier. Ici, ça, c'est la rue Monnier au Paveur de Manet également,
qui entre-temps s'appelle la rue de Berne, et ça vous donne une idée, elle est vraiment située du côté des beaux boulevards et du côté de l'Opéra. Voilà. Et donc cette maison va après déménager notamment pour se retrouver rue de Grammont. Et donc c'est une maison qui a non seulement tout un bel appareil de communication et de présentation, mais on sait que Félicien Rops a notamment dessiné des en-têtes, des cartes de visite. C'est peut-être un peu basique pour son travail, mais au moins ça avait un autre niveau que de passer chez Facopie pour faire ses cartes de visite. C'était quand même du vrai travail. Voilà la rue de Grammont encore actuellement. Et notamment, il a fait donc des en-têtes, des ex-libris, toute une série de très jolies choses. Et quelques modèles de mode proprement dit sur lesquels moi je ne vais pas m'attarder. Il a tout compris de ce qu'est l'évolution de la mode, de ce qu'est la belle petite parisienne avec ses petits talons qui claquent et toujours l'air un petit peu pressé avec son petit sac. Mais il a compris, donc il est vraiment allé voir ailleurs et il a parfaitement intégré ça. Alors ça, c'est peut-être un peu poussé dans le même esprit, mais Muriel vous expliquera combien ce n'est pas véritablement sa vision de la parisienne. Je reviens sur l'idée qu'à l'époque, les morphologies des petites filles étaient structurées dès la petite enfance. On leur faisait porter un corset quand elles étaient encore finalement des petits bébés, sans hanches, avec encore un petit bidou et certainement sans poitrine, pour qu'un jour, leur morphologie ayant grandi avec les corsets, ce soit tout à fait normal en termes d'habitude, mais vraiment l'ossature s'est développée dans un corset, de continuer à en porter un toute sa vie. Et c'est notamment contre cela que lutteront les gens du Bauhaus avec les grandes robes chemises. Et donc ça évolue, il y a le corset, mais alors on peut le porter plutôt avec un poids et un centre de gravité vers l'avant, vers l'arrière, ça ce sera vraiment la partie de Muriel. Et donc voilà, les quelques robes, vous avez celle qui est dans la vitrine et quelques autres qui sont dans les collections du musée. C'est une robe absolument superbe avec des perles et du métal de face, de profil. C'est celle-là qui nous a demandé le plus d'épingles quand on l'a installée à Antica. Et voilà, finalement, c'est peut-être ça. Donc je suis brève parce que justement l'autre moitié la plus intéressante reste à venir. Mais il aura fallu tout un temps à Rops pour peut-être se dégager de contraintes. Il a tout fait très bien jusqu'à un certain moment. Et puis quelque part, une espèce de pulsion peut-être déclenchée, une pulsion de vie, peut-être déclenchée par la mort de la petite Juliette, peut-être aussi parce qu'un volcan couvait et avait de plus en plus de mal à rester sous le couvert, mais quand il nous fait ici les gaillardes d'arrière, est-ce que c'est un gaillard d'arrière dans un bateau? Ici, voilà, les gaillardes d'arrière sont trois jeunes femmes qui sortent d'une cabine de bain pour se rendre à la plage. Objectivement, je trouve une énorme ressemblance avec ceci. Ça, c'est de Jacob Jordaens, l'allégorie de la fertilité de la terre. Évidemment, ici, Jordaens était inspiré d'un sarcophage bachique de l'époque du IIe siècle de l'Empire romain. Rops a aussi cette formation-là. Jordaens, à Anvers, c'est un strict contemporain de Pierre-Paul Rubens. Il y a dans la tradition cette jubilation des vraies belles femmes. Si vous pensez aux trois grâces de Rubens, belles dans le sens de plus que plantureuses, si vous pensez aux trois grâces de Rubens, on en est complètement là. Et voilà, et là on est vraiment au plus profond du cercle de la famille. C'est Claire Rops qui peint dans ce cas-ci Aurélie Duluc, donc sa tante. Donc elle a aussi une véritable formation artistique, Aurélie. Elle peint ici au fusain, elle dessine au fusain, à l'aquarelle, au crayon graphite. C'est sa tante en plein travail. Des femmes qui travaillent, des femmes qui ne posent pas mélancoliques pour l'éternité, mais une maison à faire tourner. Elle a grandi comme ça. La petite, elle-même, est une très jolie jeune femme, mais elle est très très déterminée finalement par son carcan de naissance. D'une part parce que Rops va tout faire pour qu'elle épouse Eugène de Mulder, qui n'est pas personne, je suis d'accord, mais on lui a peut-être pas vraiment demandé son avis. Et quand vous avez ici la dédicace que Rops fait de cette très jolie photo de Claire, il dédie cette personne à quelqu'un en disant « Vous avez ici une reproduction, donc c'est une photo de la plus belle ou de la meilleure, je ne sais pas lire d'ici, mais de mes créations ». Donc à nouveau, cette jeune fille n'a le droit d'exister que parce qu'elle est un pur produit de Rops. Et donc c'est aussi pour ça qu'étant propriétaire de sa création, il lui fait épouser qui il veut après tout. Donc on peut parler de libération, puis en fait on se rend compte qu'il y a quand même de vieux archétypes qui continuent à tourner. Bon, Claire va très très bien y survivre, mais voilà, comme quoi, c'est simplement, ça m'a vraiment fait réagir, ma création, la plus belle de mes œuvres, c'est sa jeune fille. Alors bon, on va encore continuer sur quelques robes, mais tout ça, Muriel vous en parlera tellement mieux que moi. Et donc voilà, être body positif, c'est une chose, mais jusqu'où est-on vraiment libre d'être qui on est, tel qu'on veut l'assumer? Et je vous remercie pour votre attention. Je cède la parole à Muriel. Et donc j'embraye avec une partie plus liée à l'histoire de la mode.
Et je trouvais ça rigolo de commencer par justement une œuvre de Robes où on voit une femme dénudée ou, comme il l'appelle, un demi-nu. Parce que lui, ce qu'il aime, finalement, c'est vrai que là, on va s'intéresser à la mode, mais comme tu nous l'as dit si judicieusement, il va représenter énormément de femmes nues ou ce qu'il appelle le demi-nu. Donc, elles sont quand même exposées, on voit la majeure partie de leur corps, mais ils conservent des détails comme les chaussures, les bas, et on voit qu'à chaque fois, ce sont des détails qui sont très très raffinés, très travaillés, parce qu'il a cet intérêt pour la mode et les belles matières, et ça, on va en parler un peu plus loin. Mais d'abord, j'avais envie de remettre quelques petits jalons de la mode du 19e siècle, et surtout de la deuxième moitié du 19e siècle. Donc il faut savoir qu'à l'époque, on est vraiment au milieu du 19e siècle, dans la grande époque de la crinoline. Donc la crinoline, vous voyez, c'est cette espèce de cage qu'on porte sous les robes pour obtenir des robes très très bouffantes. Tellement bouffantes que elles ont souvent été moquées par plusieurs caricaturistes, dont Robes, qui nous a représenté une crinoline ici, et dont il nous dit que la petite phrase écrite en dessous, c'est « éclipse partielle de la plus noble moitié du genre humain ». Je ne sais pas s'il faut apprécier la caricature ou en déduire qu'il était quand même un petit peu macho pour son époque, mais je reviens donc sur cette crinoline qui prend beaucoup de place et qui a été mise en point à partir des années 1830. Donc dans un premier temps, on a envie de donner de l'ampleur et pour ça, donc on portait toujours des jupons en dessous des robes et on se met à superposer des jupons. Par exemple, ici, vous avez une superposition de jupons et par-dessus un jupon empesé très 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 épais. Finalement, pour donner plus d'ampleur, on passe par une solution intermédiaire où on va poser un petit coussin qu'on viendra mettre ici sur les hanches pour donner cette ampleur. Et finalement, dans les années 1850, on met au point ces espèces de cages, donc les paniers crinolines, qui peuvent être faits de plusieurs matériaux différents. Ça peut être de l'osier, ça peut être renforcé avec du crin. Et finalement, on a une véritable cage métallique qui est mise au jour et brevetée aux États-Unis en 1856. Et là, vous pouvez voir que c'est quand même un sacré travail. Donc on a notre victime, si on peut l'appeler comme ça, qui se met au milieu de la crinoline. Donc on enfile la crinoline, on lui met plusieurs jupons. Et là, avant d'enfiler la robe, je ne sais pas si vous voyez, mais on est obligé de porter avec des bâtons pour pouvoir soulever cette robe qu'on va venir placer par-dessus pour avoir enfin le résultat final de cette magnifique robe de bal qui est la grande tendance du milieu du 19e siècle. Quand on sort le soir, on porte forcément cette magnifique robe, et même en journée. Donc, comme je vous le disais, on a pas mal de caricatures. Donc, la question que je me suis posée, c'est finalement... c'est un sujet qui revient assez bien dans les caricatures de l'époque, et c'est vrai que dans son journal Eulenspiegel, Robes a fait pas mal de caricatures, donc il se place dans un sujet de l'époque, et on voit qu'il en donne sa version à lui. Et là, j'ai repris une autre caricature de Daumier, et c'est assez drôle parce qu'on voit un balayeur de rue. Donc il est là et au final, il n'a plus tant de travail que ça une fois que la robe est passée. D'ailleurs, il nous le fait savoir en train de dire que c'est lui qui va regretter le temps où la mode de la crinoline sera passée parce qu'il va à nouveau avoir 2 fois plus de travail. Alors, après, on a donc cette crinoline qui enveloppe l'intégralité de la silhouette, mais finalement, on arrive dans les années 1870 vers une modification de la mode et ce qu'on va appeler la tournure. C'est peut-être pas la meilleure image, mais je trouvais qu'elle était très parlante. Donc on a un déplacement du volume qui avant était tout autour de la silhouette, mais qui s'aplatit sur l'avant, ce qui implique de vouloir donner un ventre plat ou en tout cas l'illusion avec des corsages qui descendent beaucoup plus bas ici. Et on va remettre tout le volume sur l'arrière. Voilà, comme vous le voyez ici. C'est ce qu'on appelle la tournure. Finalement, elle va prendre tellement de volume qu'on arrive parfois à un parfait angle droit entre cette tournure et le reste de la colonne vertébrale. Alors pour obtenir cette tournure, on a plusieurs systèmes différents. On peut repartir de la crinoline qu'on coupe en deux, donc on a des demi-crinolines. Ici, donc c'est une tournure que c'était une reconstitution que j'ai pu photographier au musée de la mode à Hasselt. Et là, je vous ai repris aussi différentes gravures de mode qui vous montrent donc, quels sont les sous-vêtements entre les corsages, les tournures, les jupons empesés qui permettent d'obtenir cette silhouette. Et pourquoi est-ce que cette tournure m'a particulièrement intéressée? C'est vrai que quand le musée nous avait invités à venir étudier les pièces et les mettre sur les mannequins, Geneviève et moi,
On s'était rendu compte en les mettant sur mannequin que finalement il y avait quelque chose au niveau du volume et que ça tombait pas bien, il a fallu mettre énormément d'épingles et finalement on a dû rembourrer, je vais revenir un peu en arrière, rembourrer l'arrière d'une des robes et on s'est rendu compte qu'en fait elle aurait vraiment dû se porter avec cette tournure. Mais je reviendrai au modèle un petit peu plus tard. Et donc cette tournure, qui est particulièrement en vogue dans les années 1870, elle est apparue au moment du Deuxième Empire. Donc ça, c'est vraiment la fin des années 1860. On est à l'époque donc en France, sous l'impératrice Eugénie et Napoléon III. Et c'est elle qui crée la mode. C'est elle qui fait la mode en France et la France fait la mode pour le reste du monde à l'époque. Paris prend de plus en plus d'importance à la fin du 19e siècle et l'impératrice Eugénie, à l'époque, elle fait beaucoup confiance à Charles Worth, qui est là sur la deuxième époque. Et lui, c'est une personnalité incroyable. Il faut savoir qu'auparavant, on avait les faiseurs de mode qui venaient à la maison, à domicile. Donc les dames commandaient des robes, elles choisissaient les tissus, elles faisaient venir leurs couturières ou les tailleurs, et donc elles commandaient ce qu'elles voulaient, selon leur désir, et elles faisaient faire leurs robes. À partir des années 1850, c'est nouveau, on a quelqu'un comme Worth qui débarque d'Angleterre, il arrive à Paris, et lui va créer sa maison de couture, avec pignon sur rue. C'est pas forcément lui qui se rend chez les dames, on se rend chez lui. C'est lui qui fait la mode, il dessine des modèles, et pas question de changer le moindre détail. Et donc c'est vraiment l'époque où on commence à développer l'arbitraire du créateur. C'est un peu les prémices de la mode actuelle, où vous avez les grandes maisons de couture qui créent la mode. Là, c'est ce que Charles Worth va vraiment apporter. Et il s'installe rue de la Paix à Paris. Bon, il va aussi chez les clientes, chez les dames. Enfin, je ne pense pas que l'impératrice Eugénie va forcément se déplacer jusque chez lui. C'est quand même lui qui se déplace chez elle. Et il amène des modèles sur papier, déjà dessinés. Il est aussi le précurseur des mannequins qui portent les vêtements et donc qui montrent comment les robes vont tomber. Et donc il crée vraiment les premiers modèles de prêt-à-porter. Et c'est dans cet esprit-là que se développe la maison des Sœurs du Luc. Donc de base, ce sont des couturières. Elles se sont créées elles-mêmes, des self-made women. C'est vraiment, comme Geneviève vous l'a expliqué tout à l'heure, elles démarrent avec pas grand-chose. Elles sont couturières, puis elles créent leur première maison de mode. C'est un appartement à l'étage, pas facilement accessible. Elles s'installent ensuite en 1880 dans un atelier à la rue de Richelieu à Paris. Et là, c'est l'époque où Rops va les rejoindre. Donc après son divorce, après sa vie à Bruxelles, après une vie de bohème, il ne sait pas trop s'il a envie de s'établir ou de suivre un parcours itinérant, par exemple avec les saltimbanques. Il a beaucoup représenté le monde du cirque. Mais finalement, il rejoint les Sœurs du Luc, qui ne sont pas forcément très emballés dans un premier temps, parce que bon, il n'a pas une vie très régulière, il leur a fait un enfant à chacune. Bon, il est reparti malgré tout après ça, puis là, il revient avec elle, mais finalement, on voit qu'ils s'installent. Et ils s'installent tous ensemble en 1880, à l'atelier de la rue Richelieu, où ils font une maison de couture. Et Rops, à l'arrière-cour, a aussi son atelier de gravure et de peinture. Un petit peu plus tard, comme nous l'a expliqué Geneviève, en 1884, il s'installe rue de Gramont. Et là, j'ai trouvé, grâce à Giuseppe, on a retrouvé une lettre de 1889 qui nous plonge dans l'intimité de la vie de Rops. Et là, on se rend compte que tout ce travail qu'ils ont fait ensemble, donc on a un Rops qui s'est installé depuis plusieurs années à Paris avec 2 femmes et qu'ils travaillent ensemble. Et il écrit « Ici, la prospérité est venue, la maison de ma femme, donc Léontine, et de mes belles-sœurs a marché dans des proportions fantastiques. Nous avons 40 ouvrières, donc elles ont commencé à 3 quand même au début. Nous avons 40 ouvrières, 12 000 francs de loyer, sans compter les 2 000 de mon atelier, une maison de campagne à nous et pas un sou de dette. » J'ai mis un petit astérix à atelier parce qu'il arrive même à se payer un autre endroit pour avoir son propre atelier et qu'il décrit lui-même comme atelier de peinture, atelier de gravure et salon. Tu te rends compte qu'il a fallu faire de dessins, d'eau forte, de robes et de corsages pour en arriver là. Et donc finalement, on se rend compte que Rops, qui est arrivé à Paris sans un sou, il s'est mis à travailler. Travailler, aussi bien pour la maison de couture que pour son atelier, et qu'ensemble, ils ont arrivé à une situation de bourgeois confortable, avec une maison de couture qui a une certaine renommée à Paris, peut-être pas autant qu'un Worth qui travaille pour les grandes maisons, les maisons royales, un peu partout en Europe, mais quand même, ici, c'est une carte de visite, et je m'étais demandé pourquoi est-ce qu'on avait ici donc l'aigle américain avec la devise américaine, et quand on voit en dessous, il est écrit « English spoken ».
Donc, ils ont des clients qui parlent anglais et on parle même d'une maison qui aurait été ouverte aux États-Unis, donc une succursale. Donc, c'est un atelier qui fonctionne bien. Oui, j'avais repris ce petit extrait, je suis désolée pour le petit souci de cadrage pour le coup, mais c'était dans la même lettre. Je trouvais ça très touchant parce que non seulement on se rend compte que Rops travaille, mais en plus il est amoureux. Et ça fait déjà 20 ans qu'il a rencontré Léontine, parce qu'il la rencontre en 1867 et là on est en 1889. Et c'est touchant parce qu'il nous dit de Léontine, il annonce à son ami « J'ai aussi à t'annoncer que sous peu de temps je serai remarié. Depuis longtemps du reste, tous les gens qui connaissent Léontine, son grand cœur et son courage, toutes ses réelles vertus, si rares chez toutes les femmes, bon, ça c'est pas très sympa mais bon, pour elle oui, la respectent à l'égal des meilleurs. J'ai été vraiment bien heureux de la rencontrer dans la vie. J'ai eu un peu honte de n'être pas un grand travailleur vis-à-vis de cette valeureuse femme, et c'est à elle que je dois ce que je suis devenue et tout mon bonheur intime aussi. » Je trouvais ça très touchant, surtout ça nous plonge vraiment dans sa vie, dans les 20 dernières années de sa vie. Mais voilà, je reviens. Donc on a tout un corpus, à la fois des vêtements qui sont conservés, mais également des croquis et des modèles déposés. Là, je vais commencer par les croquis, les costumes de théâtre. Donc on sait que Rob s'intéressait beaucoup au monde du spectacle, au monde du cirque, également aux costumes de théâtre. Et on a toute une série de dessins, il y en a quelques-uns ici et les autres sont conservés à Bruxelles, à la KBR, qui sont des costumes de théâtre, pas forcément des dessins de présentation officiels, mais aussi des dessins de travail. Et ce qui est super intéressant, c'est que souvent on a des annotations qui ne sont pas forcément de la main de Rops, mais qui nous donnent des détails très techniques. Par exemple, pas de poudre, mais les cheveux restent coiffés. Ici, on va appliquer une chemisette en crêpe de Chine. Ou, pour cette robe de paysanne, il nous indique que c'est une paysanne, robe de laine brune et de gros velours marron clair, chemise de toile écrue, formant jupon sous la robe relevée. Et nous, ça permettrait aussi, je pense que ce serait très très intéressant de pouvoir étudier un peu quels étaient les rapports à l'époque dans la création des spectacles de théâtre, parce que ça c'est vraiment un témoignage très précieux. On se demande si c'est pas des documents qui circulent entre à la fois les metteurs en scène, les actrices et les faiseurs de mode. Alors, je vous ai repris, hein, juste parce que c'est pour la beauté de ces costumes de théâtre, qui sont aussi des costumes qui s'inspirent de l'histoire plus ancienne, parce que là, on n'est pas du tout dans la mode du 19e siècle, on est dans la mode du 17e, du 18e siècle. Ici, par exemple, nous avons la comtesse Watteau, qui est donc inspirée d'œuvres de Watteau. Et il y en a aussi tout un ensemble de dessins qui correspondent à un projet pour un spectacle pour le centenaire de la Révolution française. Donc là, on est en 1888-89 et on sait que Rops s'est rendu chez un ami qui possédait des gravures de vêtements authentiques de l'époque de la Révolution française, donc 1789-90. Et ça aurait été une commande de costumes pour une tournée américaine d'un spectacle autour du centenaire de la Révolution française. Et ce qui est intéressant, c'est que de fait, on retrouve des tas de petits détails comme là, vous voyez, l'éventail tricolore bleu, blanc, rouge, ou la cocarde, typiquement un symbole révolutionnaire. Donc là, ici, on ne sait pas exactement si ce sont des costumes qui s'inspirent de ces dessins ou si ce sont des reproductions de ce qu'on pense être des vêtements authentiques des années 1789-90. Encore d'autres qui ont aussi été faits pour ce spectacle. Ici, il faut retrouver le petit éventail. Et sur un de ces dessins, ce qui m'a frappé, c'est qu'on parle d'une certaine Madame Bertin, ici tout en dessous. Et là, je me suis dit, tiens, mais Madame Bertin, est-ce que ce serait metteur en scène? Est-ce qu'on parle d'une actrice? Et c'était assez rigolo, en cherchant un peu dans les archives de la BNF, de la Bibliothèque de France, de retrouver une actrice qui s'appelle, en effet, Madame Bertin, Eliane Bertin. Donc ici, vous voyez, il était écrit « Toilette de voyage du premier tableau, à choisir entre celle-ci et celle choisie par Madame Bertin ». Et ça, c'est une certaine Eliane Bertin qui était comédienne à Paris dans les années 1870-1890. Alors, est-ce que cette toilette a été dessinée pour elle? Ça, je ne suis pas sûre, mais c'est quand même une coïncidence assez étrange. On a ensuite une deuxième série de dessins pour lesquels on retrouve une adresse. Donc, à chaque fois, il est mis 76 rue de Richelieu. Et donc, on sait que c'est l'atelier qui a été occupé entre 1880 et 1884. D'ailleurs, la plupart des dessins sont datés de 1883. Et
plusieurs sont très probablement de la main de Rops. Véronique Carpio en est assez convaincue d'ailleurs. Et donc, bah oui, Rops aurait participé à la réalisation, à l'élaboration vraiment de costumes de mode. En plus, ici, pour ces costumes, on voit des teintes quand même relativement claires, ce qui est la tendance du début des années 1880, et pour toutes les circonstances. Là, par exemple, c'est une tenue de croquet, au cas où on a un doute, c'est précisé. Ici, la robe de bal. Alors là, on voit qu'à cette époque-là, on ne se découvre pas du tout. On est complètement couvert. Et je me demande même si c'est pas ça aussi l'origine de l'envie de Rops de peindre autant de nus, parce qu'au final, les femmes sont intégralement cachées en journée. On ne montre pas un morceau de peau, si ce n'est le visage. Tandis que en soirée, les robes de bal sont très décolletées, on a des bras nus avec des gants. À l'époque, il faut savoir aussi que les messieurs s'habillent de manière assez classique. Pas de faute de goût, costume noir. Tandis que les femmes sont un peu leur faire-valoir. C'est elles qui portent la richesse de monsieur pour montrer que monsieur a fait fortune. Donc on a de magnifiques robes de bal, des beaux bijoux. Comme ici, vous voyez cette robe, elle est somptueuse. Des costumes de voyage. Là, je trouve ça assez rigolo, parce qu'on nous indique même la destination. Un costume qui peut être à la fois de ville et de campagne, parce que oui, comme il faut se changer très très souvent, on invente aussi parfois des systèmes où on peut réutiliser certains dessus qu'on peut appliquer avec d'autres dessous. Et maintenant, on arrive à une deuxième partie du corpus. Donc ça, c'est le nouvel atelier, celui de la rue de Gramont, donc après 1884. Et là, on voit qu'on suit toujours la tendance, parce que les costumes sont nettement plus foncés, nettement plus chargés. Donc ici, vous avez une robe de mariée, une robe de journée. On retrouve, vous voyez, ce système de tournure. Et ça, bah, en fait, c'est un petit peu dommage de vous l'avoir mis en photo, vu que vous l'avez juste à côté, mais au moins vous avez le modèle original. Là, maintenant que je vous ai montré les dessins, je vais partir des quelques modèles qui sont conservés, qui sont issus des ateliers du Luc. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quelques petites caractéristiques qui reviennent de temps en temps, à la fois sur les dessins et à la fois sur leurs vêtements, et qui sont vraiment originaux pour l'époque. Par exemple, c'est ce motif de méandre, qui est un motif finalement inspiré de la Grèce antique, et qu'on retrouve à la fois ici sur cette magnifique robe de soirée, et en même temps aussi sur les costumes de théâtre. C'est la symétrie. Alors que dans les gravures de mode de l'époque, on a souvent des robes parfaitement asymétriques. Ici, au niveau des corsages, aussi bien dans les robes de bal que dans les costumes de voyage, ici on a à nouveau cette asymétrie. Ou parfois c'est juste de l'ordre de petits détails, mais c'est vraiment un modèle qui est très très récurrent et qui montre que à la fois elles suivent les tendances, mais en même temps elles arrivent, enfin ils, parce que Rops participe à ça, à se démarquer de leurs concurrents et des autres maisons de mode. Et c'est probablement ce qui explique leur succès aussi. On retrouve aussi des petites récurrences. Je suis désolée, je n'ai pas trouvé de mots plus appropriés, donc si quelqu'un a une autre idée, je prends, que cette espèce de frange rectangulaire qu'on retrouve vraiment dans tous les types de toilettes et qui sont aussi assez originales dans l'œuvre des Luc. Alors, notre fameuse robe, qui était notre point de départ au final à toute cette recherche et à cette conférence, mais voilà, on la retrouve avec la tournure, voilà, un peu mieux, et c'est vrai qu'on a dû en mettre quand même du rembourrage pour arriver à cette tournure. On s'est aussi demandé si ce n'était pas une robe qui avait appartenu à une des deux sœurs du Luc, parce que malgré les silhouettes de l'époque, vous avez vu, elles sont toutes fines, avec leur corsage, elles sont très belles. Ici, la dame qui l'a portée avait quand même un gabarit, une taille XL bien faite, et donc c'est pour ça qu'on a dû beaucoup utiliser des pingues pour que ça ne tombe pas comme un sac pour la photo. Mais donc, voilà. Donc on a, la tournure, une traîne à l'arrière, les manches gigots. Ce sont ces grosses manches très très rembourrées. Donc dans les années 1870, 1880, on était revenu sur des manches droites, et donc dans les années 1890, on a comme ça des manches très très épaisses qui reviennent, ce qui me permet de dire que je pense que cette robe est plus de la fin des années 1890. Là voilà. Et ah oui, détail, j'aurais peut-être dû vous mettre une photo aussi, et ce qu'on ne voit pas spécialement, c'est que cet orange en dessous, la sous-robe, c'est d'un flash, mais franchement, c'est un orange fluo. On était quand même étonnés de se dire qu'il y avait des couleurs aussi flashantes pour l'époque.
une magnifique cape qui n'est pas exposée pour l'instant. C'est une cape mantelée en velours, tout brodé avec des perles absolument magnifiques. Et ça, donc, c'est vraiment un vêtement qu'on mettait par-dessus pour sortir le soir, pour aller au théâtre ou au bal, et qui revient très très à la mode dans les années 1890, qui s'inspire de la mode, ce qu'on appelle troubadour, donc à la fin du 19e siècle. On se replonge dans la mode du Moyen-Âge et on remet à l'honneur ces capes mantelées. Le prompteur est là, avec des cols assez montants. Donc à nouveau, on est probablement dans les années 1890 pour ce modèle. Et donc oui, la robe méandre, absolument magnifique. Vous aurez l'occasion de l'admirer à la fin de la conférence. Le fait qu'elle soit très aplatie, qu'on n'a plus vraiment la tournure, mais toujours la traîne, on est sur la fin du 19e siècle. Et je ne suis même pas sûre que Robes a réellement pu connaître cette robe, parce que on serait peut-être même plus au début du 20e siècle, là où il était déjà décédé. Mais donc voilà, la maison du luxe, c'était magique de pouvoir se plonger dans cet univers de la fin du 19e siècle, dans cet univers de maison de mode. Je pense que c'est aussi une occasion de pouvoir voir Robes d'un autre œil que celui du pornocratès, de cet homme à femme. C'est aussi un homme qui est amoureux, qui vit une vie de famille avec sa femme, sa belle-sœur ou sa deuxième femme, on ne sait pas trop, sa fille. Voilà, j'espère que j'ai pu vous faire partager tout ça. Et merci beaucoup pour l'invitation, merci à tous.